Bien, donc avant de passer à la partie front-end, je vais d'abord, c'est-à-dire avant de passer à la partie front-end avec Angular, il y a d'abord quelques petites modifications à faire sur la partie back-end. Et en même temps, je vais vous montrer comment en fait déployer la partie back-end et je vous montre également quelques éléments de la partie front-end quand vous l'avez déjà commencé. Alors d'abord, au niveau de l'application qu'on avait fait, je vous rappelle qu'en fait nous avons deux microservices développés séparément. Bon, le premier, il permet donc de gérer les produits et les catégories. Et dans la configuration de départ, donc on a supposé que pour gérer les catégories, il faut être authentifié avec le rôle admin. Et pour gérer les catégories, il faut être authentifié avec un rôle user. Alors dans notre cas, bon, pour une application de e-commerce, bon, c'est pas ce qui se passe réellement parce que pour pouvoir consulter les produits, les catégories, on n'a pas besoin d'une authentification. Alors ce qui fait donc la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va autoriser de consulter voilà, on va autoriser de consulter les catégories et les produits, notamment quand un utilisateur envoie une requête avec GET. Alors c'est ce qu'on va faire ici. Donc HTTP authorize request matchers. Alors pour HTTP GET, toujours l'URL c'est /categories. On va utiliser permit all. Et je fais la même chose pour le cas des produits. Alors /categories /étoile /produit products. Vous suivez avec moi? Products /étoile permit all. Donc c'est-à-dire que toutes les requêtes envoyées avec get, là il n'y a pas de problème, donc je peux autoriser. Mais par contre pour le reste, c'est-à-dire s'il s'agit d'autres requêtes, post, put, delete et les autres, donc forcément ça nécessite une authentification. Déjà donc on règle ce problème comme ça. Ça c'est la première modification à faire au niveau du service de gestion des produits catalogue service. Deuxième modification à faire au niveau du service de sécurité, c'est au niveau des constantes de sécurité. Alors, sécurité params, nous avons défini une interface dans laquelle nous avons défini le header name, le secret et l'expiration. Alors, en fait, l'expiration, ce que vous voyez là, 10 x 24 x 3600, ça c'est en secondes. Donc, si vous voulez que ça soit des jours, il faut la multiplier encore par 1000, c'est-à-dire en millisecondes. Sinon, vous allez remarquer que si vous faites fonctionner votre application, que l'expiration du token va durer presque 14 minutes. Parce que si vous prenez ça, multiplié par, divisé par 1000, ça va vous donner le nombre de secondes et après ça va vous donner une idée. Donc il ne faut pas oublier de multiplier par 1000 si vous voulez avoir 10 jours. Donc ça c'est une petite correction à faire. Bon, ici, alors quoi d'autre? Ça c'est au niveau du filtre. JWT Authorization Filter. Alors, on a déjà utilisé donc les Access Control Origin, Headers, Access Control Expose Header. Donc ça, j'ai déjà expliqué ça. Mais il ne faut pas oublier également les méthodes autorisées. Alors, si vous le laissez comme ça, dans le problème de course, il y a également par défaut les méthodes put, delete ne seront pas autorisées. Donc, ce qui fait que si vous voulez les autoriser, il faut les ajouter. Donc, ça veut dire que vous allez également ajouter response.addHeader. Donc, le header, c'est access, allow, methods. Allow, methods.
les méthodes autorisées. C'est-à-dire que si un utilisateur récupère l'application plutôt c'est-à-dire si une requête est envoyée à partir d'un autre domaine, alors forcément donc quand il va envoyer la requête, donc je vais lui autoriser également les méthodes. Alors après vous pouvez utiliser toutes les méthodes, get, tout dépend de votre application maintenant, get, post, get, virgule, post. Là, on va utiliser put, on va utiliser delete et on va utiliser patch. Bon, ça c'est des méthodes que vous allez autoriser. Access control low methods. C'est bien ça. Access control low methods. Voilà. Alors ça c'est les différentes modifications à faire au niveau de la partie backend. Globalement c'est. Alors on va démarrer en principe les services. Autre chose, donc, parce que souvent on démarre les applications sur Eclipse ou sur l'IDE. Maintenant, à la fin, si vous terminez la partie backend, en principe, il faut déployer, il faut générer le jar, c'est-à-dire le jar, il faut le démarrer quelque part. Alors, je vous rappelle, pour générer l'application backend, alors qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous allez utiliser, alors sur terminal, bon, il faut être sur la racine de votre projet, donc par défaut c'est dans le projet. Donc on va exécuter la commande mvn package. Donc je vous rappelle que mvn package, donc il exécute d'abord compile, il compile et il exécute les tests unitaires et après il génère le package qui, dans notre cas, c'est le jar. D'accord? Ok. Alors donc il a généré le jar et après vous pouvez l'exécuter quelque part dans votre serveur. Alors en principe pour juste le test, donc je vais utiliser donc git batch. Alors j'utilise git batch, donc c'est juste pour les gens qui travaillent avec macOS ou si vous travaillez d'ailleurs, parce que quand vous déployez souvent vous êtes sur une plateforme Linux. Ici donc je vais me positionner sur ces deux points. Alors je suis dans, alors c'est users, mon projet, donc ça c'est med sec service dans le dossier target. Alors target, alors vous allez trouver donc le fichier ici, donc voilà le jar que vous voyez là, donc vous pouvez l'exécuter java -jar sec service, voilà .jar. Alors là, il devient une application autonome, donc vous pouvez l'exécuter dans n'importe quel serveur, là où vous êtes. Donc si vous avez par exemple un serveur dédié, vous pouvez toujours vous connecter à votre serveur et vous démarrer la partie backend. Mais là, bien sûr, ça suppose que la base de données est créée, c'est-à-dire que dans le serveur, ça suppose qu'il y a MySQL, ça suppose qu'il y a une base de données. Alors forcément ici, donc, parce que ça c'est que l'application, donc ça inclut pas la partie base de données. D'accord? Alors idéalement, il faut utiliser Docker, un conteneur Docker, dans lequel vous mettez l'application, vous mettez la base de données, et après vous avez un conteneur et une image Docker que vous démarrez dans une machine quelconque. Donc automatiquement, il va démarrer tout ce dont il a besoin. Alors ça, le fait de démarrer l'application comme ça, donc
Bon, ça c'est-à-dire la partie back-end, il est démarré. Vous pouvez faire la même chose pour la partie front-end, mais le fait de la démarrer en tant qu'application comme ça, c'est pas forcément une bonne chose. Normalement, il faut la démarrer en tant que service. Alors, pour pouvoir démarrer une application en tant que service, il faut créer un script. Un script Shell, par exemple. Je vais vous montrer un exemple de script, donc je vais l'arrêter, CTRL-C. D'ailleurs, si vous le laissez comme ça, dès que vous fermez votre application, l'application va s'arrêter. Hein. Parce qu'en fait, il faut le démarrer en tant que service, et donc une fois que vous le démarrez, vous le démarrez une fois pour toutes. Alors, je vais vous démarrer un exemple de service. Alors, j'ai des exemples ici. Un exemple de script que vous pouvez utiliser. Alors, donc, voilà, j'ai un script ici, CTRL-C. Je le mets dans mon application. Alors, target, donc ici, donc j'ai le script. Bon, j'ai déjà un qui est là, donc je vais le supprimer. CTRL-V. Alors ce script, donc en fait l'application tout à l'heure je vais la partager avec vous sur GitHub, donc vous pouvez la télécharger, y compris le script. Alors voilà le script, c'est très simple, un script shell. Alors service name, donc votre service vous lui donnez un nom, par exemple je l'appelle security service. L'application, le jar, l'application que vous voulez démarrer, elle est là. Donc je vais prendre son nom, le name. Alors refactor name. Bon, je ne vais pas renommer, juste. Vous pouvez renommer votre jar si vous voulez. Vous pouvez l'appeler sécurité service.jar. Si vous voulez enlever ça, c'est pas forcément la version et tout ça. Alors sécurité service, CTRL-C, refactor. Donc là, mon fichier s'appelle sécurité service. Donc ici, je vais mettre sécurité service.jar. Alors forcément, donc il va le nom du PID et après, donc on va ici donc notre script, on peut le démarrer avec plusieurs paramètres. Donc le paramètre 1, ça peut être start, ça peut être stop, ça peut être restart. C'est-à-dire c'est une manière un petit peu d'arrêter, de démarrer. Alors si par exemple si start, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire tout simplement ça. Java -jar, c'est-à-dire c'est la commande que Java -jar. Et après il va spécifier donc le nom du jar. C'est bien cette variable que vous voyez là. D'accord? Et après, cette fois-ci, on ne va plus afficher les messages sur la console, on va les envoyer dans un fichier temporaire. Donc, il dit quoi? Donc, vous avez ici une redirection de la sortie vers... déjà, bon, ça c'est le dossier TMP dans lequel vous pouvez trouver donc les fichiers temporaires. Alors bref, donc ça c'est juste en fait un exemple de script. Alors, si vous voulez l'utiliser, donc ce script-là, je vais le renommer également. Refactor, le name. Sécurité service. Bon, ça c'est le nom de mon script. Vous pouvez lui donner un autre nom si vous voulez. C'est pareil. Alors ici maintenant, si vous voulez le démarrer, qu'est-ce que vous allez faire? Donc d'ailleurs, vous allez voir dans ce dossier-là, vous allez trouver donc le fichier .sh. Comme c'est un script maintenant, vous utilisez // sécurité service sh start. Vous allez voir, c'est un peu rapidement pour démarrer l'application.
Alors, votre application, elle est démarrée, donc vous pouvez passer à autre chose. Et si vous voulez l'arrêter, vous mettez encore sécurité service, point slash sécurité service, stop, stopper, restart, etc. Ok. Alors ça, c'est juste si vous voulez travailler, en fait, vous voulez déployer au final donc, votre service. Là, c'est en local, donc ça suppose ici que vous travaillez dans une machine basée sur le système Linux. Donc souvent, c'est le cas, hein, dans la majorité des cas. Sinon, si vous déployez dans un serveur Windows, donc la même chose, vous utilisez un script équivalent et vous pouvez démarrer donc l'application en tant que service. Alors, si votre serveur, c'est un serveur distant, en principe, vous l'envoyez vers votre serveur distant. Alors, par exemple, en serveur personnel, vous utilisez la commande scp. Alors, qu'est-ce que je vais envoyer? Je vais copier mon fichier qui s'appelle sécuritéservice.jar. Le fichier sécurité service.jar. Alors je le copie, je peux l'envoyer vers root act usefit.net. Je le mets directement dans le dossier. Alors, en fait, ça c'est... Alors, il me demande bien sûr le mot de passe de mon serveur distant. J'espère que vous n'allez pas avoir mon mot de passe. Parce que sinon... Alors là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Maintenant, mon fichier jar, je suis en train de l'envoyer vers mon serveur. Et une fois qu'il y est, donc la même chose. Je me connecte au serveur. Bonjour. Alors donc c'est copié. La même chose pour le script. .sh. Après par la suite, donc je vais me connecter à distance à mon serveur. Avec SSH. Donc, je suis en tant que root, je suis .NET. Alors, ici, donc, je vois, il y a des applications. Il est là, l'application, sécurité. Voilà, sécurité, service.jar. Alors maintenant, dans mon serveur, je veux la démarrer, je fais soit sécurité service start. Mais là, si je la démarre ici, ça ne va pas marcher. Hein. Pourquoi? Parce que la base de données n'y est pas. Donc ça suppose maintenant que il faut d'abord que je me connecte via phpMyAdmin vers mon serveur. Je crée, parce que j'ai MySQL, donc je crée la base de données et après je laisse générer. Mais en tout cas, donc ça c'est. Donc j'aurai l'occasion à la fin, la dernière séance, de revenir sur cette partie-là pour vous montrer donc les petits détails de tout ça. Ici, je ne vais pas faire cette opération dans mon serveur pour le moment. C'est pas compliqué. De toute façon, à la fin, donc, vous générez vos éléments, vous les envoyez. Bon, en tout cas, c'est un microservice. Vous le démarrez quelque part dans une machine. C'est ça l'idée principale. Alors, je fais la même chose pour le deuxième microservice. C'est-à-dire, je veux encore faire le catalogue service. Je fais la même chose. Qu'est-ce que je vais faire? MVN package.
Voilà, alors c'est fait, donc la même chose, donc je vais me positionner dans mon dossier. Alors j'ai besoin également du script, n'est-ce pas? Alors je vais prendre le même script que j'ai ici, sécurité service, et je le mets à côté de l'application générée, c'est-à-dire dans Target. Target. Je suis bien dans le catalogue service, normalement. C'est juste un problème de rafraîchissement, je crois. Okay. Il a bien généré le jar. Vous voyez, donc il est là. Catalogue service. Donc ici, donc le script, la même chose. Ben, je ferme, j'ouvre. Je rafraîchis. Refresh. Bien. Alors, je vais le faire sur ligne de commande. Donc, git. Oui, on va le modifier. On va le modifier. Ne vous inquiétez pas. Alors, ces deux points. Donc, je suis sur le dossier. Pour moi, c'est toujours users, mais je suis dans le projet qui s'appelle catalogue service dans le dossier target. ls. Voilà. Alors, je vais d'abord, pour ce fichier-là, il est trop long, donc je vais le renommer. Je vais l'appeler. Je ne suis pas obligé de le renommer, hein. Je peux le laisser comme il est, pas de souci. Alors, sinon, vous mettez mv, move, catalogue service jar vers catalogue service jar. Alors, quoi que c'est important toujours dans le jar de garder la version de votre application, c'est très important. Alors ici, donc, je l'ai renommé. Voilà. Ça, c'est le nom. Mon fichier. Bon, donc là, il est là. Donc, service. Alors, je vais. Donc, ça, c'est catalogue service. N'utilisez pas des espaces pour le nom. Donc, sinon, vous mettez des underscores. Alors, my service, donc là, le nom du PID, vous pouvez l'appeler aussi la même chose, catalogue service. Catalogue service. Quoi d'autre? Oui, surtout ça. Le jar, c'est ça. Oh. CTRL Z. Le jar, c'est la variable égale, c'est catalogue service.jar. Enregistrer. Et c'est pareil, donc je suis sur la ligne de commande. Ici. Ça, c'est sécurité. Voilà. Voilà, donc ça, c'est mon script. La même chose, donc point slash sécurité service sh start. Je démarre mon service. Alors, pour tester, donc, en principe, l'autre service, on l'a démarré? Non? On l'a stoppé. Alors, je vais l'autre service. Sécurité. Point slash. Sécurité. Start. Donc, les deux microservices sont démarrés, la partie backend. Vous pouvez tester, donc, si vous voulez maintenant, ça y est, vous n'avez plus besoin de... Je suppose que je n'aurai plus besoin de retoucher la partie backend, mais souvent, ce n'est pas le cas.
Ça c'est bon. Alors si tout se passe bien, donc pour nous, pour le moment, donc nous avons, si vous dites la partie backend il est déployée, si vous allez vers localhost, alors nous avons le premier microservice, il utilise le port 8087 pour les produits. Donc si vous voulez consulter la liste des produits, il n'y a pas de problème. Donc j'ai la liste des produits, les catégories. Okay. Mais si vous tentez d'ajouter une catégorie, ça ne va pas marcher parce que dans notre application, ça nécessite une authentification. Alors, donc, si vous faites un post vers catégorie, et vous envoyez dans body, donc le nom de la catégorie, vous l'appelez par exemple livre. Alors ici, il n'y a pas de headers qui sont envoyés, donc pour le moment. Si vous faites ça, 403. Vous n'êtes pas autorisé. Okay? C'est la même chose pour delete, c'est la même chose, donc vous voulez supprimer, la même chose. Supprimer une catégorie, par exemple C1. Vous n'êtes pas autorisé. Si vous voulez faire cette opération, il faudrait s'authentifier. Et pour s'authentifier, il faut aller vers le service qui utilise le port 8080, login. Et après, il faudrait envoyer donc username, admin, virgule, password, 1, 2, 3, 4. Send 404. Il n'est même pas là. Alors, 4, localhost, c'est pas delete. Bon. Ça se voit que vous ne suivez pas. Ça se voit que vous suivez. C'est juste pour vous motiver parce que moi aussi, c'est le matin. Send. Donc ça, c'est l'authentification, c'est bon. Alors, si vous êtes authentifié normalement par le service, vous regardez, vous allez avoir l'entête JWT Authorization. Elle est là. Donc ça, c'est notre JWT, le token qui a été généré par le microservice. Normalement, côté front-end, on devrait récupérer ce JWT. Il faut le stocker dans le local storage. Et à chaque fois donc, que j'envoie une requête vers l'application, je devrais l'envoyer. Donc, ce token-là, donc, je vous rappelle que si vous voulez voir ce qu'il contient, il n'y a personne qui vous en empêche. Donc, vous allez vers jwt.io. Vous copiez ce token ici. Et vous voyez bien ici, donc ce token-là, il concerne bien admin, les rôles, c'est admin user, et vous avez donc les informations, la date d'expiration, et tout ce qui est là, n'est-ce pas? Alors maintenant, si vous voulez ajouter une catégorie par exemple, normalement, pour ajouter une catégorie, post, il est là, catégorie, voilà, post. Si vous voulez ajouter une catégorie maintenant livre, il faut envoyer un header. Là, il ne peut plus vous indiquer cookies. Alors ici donc déjà content, c'est quoi content type? C'est quoi ça? Content type c'est application JSON. Toujours c'est JSON qu'on utilise, donc application JSON. Et le header authorization. Et qu'est-ce que vous allez mettre? Qu'est-ce que vous allez envoyer? Vous allez envoyer votre token, mais d'après notre application, il doit être précédé par un préfixe. C'est quoi le préfixe que nous utilisons? C'est bearer, espace. Alors si vous envoyez donc une requête avec ça, pour ce service-là, send, ça marche. Alors donc ici, donc c'est juste pour ça, c'est les tests à faire avant d'entamer la partie front-end. Alors c'est ce que nous allons ici donc de faire. Alors ici catégorie maintenant. Si vous regardez bien les catégories, vous trouverez qu'il y a une catégorie livre qui vient d'être ajoutée. C'est bon?
Des questions sur la partie back-end, donc je ferme cette partie-là. Donc maintenant, on va essayer de passer vers la partie front-end.